Bonjour à tous, merci de suivre la seconde partie de cette émission spéciale consacrée au colonialisme. Nous sommes toujours au sein du musée des civilisations qui a rouvert ses portes le 1er août à Abidjan. Et pour évoquer le colonialisme, je suis en compagnie toujours d'Arthur Banga, l'historien des relations internationales. Rebonjour. Bonjour. Et du sociologue Dr Lee Nikes-Nielbin, qui est toujours à nos côtés. Bonjour, Dr Lee. Alors, la colonisation, c'est vrai que c'est un sujet qui cristallise les tensions, mais qui nous éclaire aussi sur la nature des relations entre les différentes nations. On parlait la semaine dernière de l'historique et puis de l'impact de ce colonialisme. Mais de nos jours, messieurs, on ne parle plus de territoires colonisés, mais des esprits. Pour quelle raison? Voilà, ce terme est devenu... on va dire après une autre tournure. Ce ne sont plus les territoires, mais ce sont les esprits qu'on dit colonisés. Justement parce qu'après les indépendances, c'est supposé mettre fin à la colonisation administrative, donc à l'administration des territoires. D'ailleurs, vous voyez le drapeau français qui cède la place au drapeau ivoirien. Et comme je dis, le plus dangereux, c'est dans l'esprit, c'est dans la mentalité. Mais est-ce que l'impact psychologique, psychique, sociologique, de ces 4 années, de ces 4 siècles de domination est passé? Évidemment non. Par nos approches en termes de développement, nos approches même en gestion des choses publiques, en gestion des choses privées, politique, nos constitutions. Tout ça. Voilà. Nos constitutions sont héritières de la Ve République dans tout leur fonctionnement. Voilà, c'est des constitutions qui ont été pensées par De Gaulle, qui ont été reprises par nos premiers chefs d'État. Et même quand aujourd'hui on fait quelques modifications, l'esprit fondamental est là. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'esprit continue dans la colonisation, pas de colonisation des esprits, parce que c'est une nouvelle forme. Pour certains, on parle de néocolonialisme pour d'autres, parce que la présence est plus pernicieuse, elle est plus diffuse. C'est quoi? C'est une continuité? C'est les résurgences de la colonisation administrative qui reste dans les esprits? Nous, on parle même de continuum. Platon l'expliquait si bien. Si vous maintenez quelqu'un dans l'obscurité pendant 24 heures, dès qu'il sort à la lumière, il ne se retrouve pas. Il est obligé de repartir dans l'obscurité. De telle sorte qu'après 4 siècles, 6 siècles de brimade, d'assujettissement et autres, on n'a pas su quoi faire de ce que vous avez appelé de comment conserver notre africanité. Et on est resté dans le copier-coller sur tous les plans. Vous l'avez dit, sur le plan juridique, tout le droit africain, c'est le droit français, mais plus pâle. Les constitutions, ce sont des pâles copies. Et du coup, même les organisations sociales, des choses qu'on aurait pu garder, s'en trouvent impactées, même la nourriture. Aujourd'hui, des gens qui vont penser que le steak frites est supérieur au foutou gna-gna. Voyez-vous, ça, on ne va pas demander ça à quelqu'un. Les habits, vous l'avez dit, de telle sorte que ça devient maintenant le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire ce que le blanc faisait, dès qu'il est parti, les quelques lettrés qui ont pris la place du blanc ont mieux reproduit. C'est ce qu'on appelle un système de reproduction sociale. C'est-à-dire que comme on a été beaucoup complexé par les blancs, ils ont commencé à nous faire croire que quand on sait lire, on sait écrire, on a des diplômes, on a un blanc supérieur, on n'est plus noir vraiment, on est un noir supérieur aux autres, on s'est un peu blanchi quelque part. De telle sorte qu'il a dit, c'était parti pour mieux rester. La stratégie du blanc, c'est quand il s'est assuré que même s'il s'en va, on ne saura pas quoi faire de notre liberté, on va l'appeler, qu'il est parti. La preuve aujourd'hui, même quand il y a des élections en Afrique, on regarde toujours ailleurs. Même quand quelqu'un dit qu'il a gagné dans les urnes, on attend que quelque part, on nous dise oui, effectivement, c'est lui qui a gagné. Ça veut dire qu'on continue, pour nous on appelle ça un continuum, c'est-à-dire que ça a été tellement brutal qu'on ne peut pas imaginer faire autre chose que ce qu'on nous a appris à faire et qu'on va continuer à faire. Alors, vous parliez tout à l'heure des indépendances, justement, malgré la programmation des indépendances dans les années 60 pour la plupart des pays africains, aujourd'hui, leur population exprime parfois de l'hostilité envers l'ancien pays colonisateur, et on parle de néocolonialisme. Comment l'expliquez-vous? C'est pour ça que dans l'émission précédente, je vous demandais l'impact sur les relations entre nos peuples. C'est-à-dire que sans qu'il n'y ait plus de colonisation, pourquoi il y a encore ce sentiment d'être colonisé? Ben, il a dit, il y a déjà le CFA, il y a le Code noir, il y a les bases militaires, il y a comment nos dirigeants se comportent. Dans leur comportement, ils ressemblent plus aux Blancs, ils rendent plus compte aux Blancs qu'ils nous rendent compte. Non, mais que eux,
ressemble aux Blancs, c'est une chose, mais pourquoi c'est-à-dire qu'on a l'impression que entre les peuples même, il y a une espèce d'affrontement. Il y a encore ce passé qui nous fait dire que... C'est normal dans l'évolution de la jeunesse ou même de l'intelligentsia africaine. D'ailleurs, ça a été toujours présent. Les premiers romans des années 50, des années 60 étaient des romans très engagés. Aujourd'hui, on a un peuple, une jeunesse surtout, qui est en recherche de repères, qui est dans des enjeux mémoriels et qui est dans une soif face à certaines réalités qui pour elle, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, pour elle, le changement n'est que de nom. Donc cette jeunesse, cette frange intellectuelle, mais de toute façon, les Africains, de façon générale, sont dans la recherche de leurs repères. Et cette recherche de leurs repères va leur amener à redécouvrir ou à découvrir d'autres facettes, comme je disais pendant longtemps. Même ce qu'on nous enseignait était guidé. Aujourd'hui, on se réapproprie notre histoire, on se réapproprie nos héros, voilà, on se réapproprie nos personnalités. Et donc, cette recherche de qui nous sommes va nous emmener à nous interroger. Et dans cette interrogation, avoir une certaine attitude qui peut être par moments exagérée, mais tout à fait compréhensible. C'est la recherche de qui nous sommes. On est dans une véritable... Là, on vit quelque chose de très fort. Sur le plan des enjeux mémoriels, sur le plan de la recherche de nos personnalités, que ce soit ou même de nos collectivités, parce que personnalité c'est individuel, mais tout ensemble, on est dans ce questionnement. C'est le moment de ces questionnements dans l'évolution. C'est-à-dire que quoi, 60 ans après les indépendances, nous sommes mûrs pour avoir cette réflexion. Nous avons toujours eu ce sentiment de vouloir devenir nous-mêmes. Pensez-vous déjà que dans les années 70, Fela Anikulapo a arrêté ses études de médecine pour faire que de la musique parce qu'il était engagé, il était combattant. Et il a eu une phrase célèbre, il dit « If you want to enslave someone forever, don't tell him what her forefather was ». Ce qui veut dire, si vous voulez rendre esclave quelqu'un à vie, ne lui dites jamais qui étaient ses ancêtres. Parce que s'il sait que ses ancêtres, c'était des Tchakazoulous, des Sambouri, des guerriers, il aura une âme de guerrier, il va combattre pour sa liberté. Alors justement, vous me permettez de faire une nouvelle transition. L'histoire coloniale des pays occidentaux est souvent associée à un âge d'or. Vous l'avez dit, c'est grâce à cette colonisation qui sont devenus ces pays, pour la plupart, des grandes puissances actuellement. Et tandis que pour les pays colonisés, c'est-à-dire nous autres, elles semblent être à l'origine de tous les maux que nous traversons actuellement. Cette même période dont on parle. Docteur Lille, comment finalement concilier ces sentiments contrariés, ces deux visions? D'un côté, on parle de la même période, d'un côté un passé glorieux et peut-être de l'autre un passé un peu honteux. Et s'ils nous ont battus, il a dit, on est vaincus, cette période peut pas être une période heureuse, glorieuse. C'est une période triste, c'est une période traumatisante, mais pour nous, oui. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, les relents que nous avons, mais l'histoire, notre mémoire a été confisquée, elle a été trafiquée. Aujourd'hui, grâce à des historiens, déjà les Cheikh Anta Diop en parlaient, déjà l'Égypte qui était à nous, qui nous ont arrachés, et j'en passe, il en saura mieux que moi, mais c'est une manière de dire qu'aujourd'hui, peut-être que nos aînés, eux, ils ont été à la mamelle occidentale, ça semblait quelque chose de... Mais aujourd'hui, nous, on ne se reconnaît pas dans ce miroir-là. On veut être nous-mêmes, c'est ce qu'il dit, on se cherche. Voyez-vous, on ne veut pas être un blanc par défaut, on veut être tout simplement nous-mêmes. Et c'est dans nous-mêmes que nous allons nous retrouver, retrouver nos racines, retrouver notre fierté, même aujourd'hui notre innovation. Parce qu'aujourd'hui, l'occidental découvre que le citoyen mondial est un citoyen fragile. Le seul citoyen durable, c'est un citoyen enraciné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous parler d'abord de national avant de vous parler d'européen. Parce qu'il faut partir de quelque part. Et on dit, quand vous ne savez pas où vous allez, regardez tous nos enfants aujourd'hui, ils sont sur Internet, ils pensent qu'ils sont partout. Mais celui qui est partout n'est nulle part. Donc la question identitaire. C'est difficile de trouver une mémoire commune. Parce que les mémoires sont particulières. Et quelqu'un qui a été vaincu ne vit pas comme quelqu'un qui a été vainqueur. Néanmoins, il doit y avoir de la place pour l'altérité. C'est-à-dire qu'il doit y avoir de la place pour l'autre. Comment? En reconnaissant quand même des fautes graves, des excuses envers mon peuple. Oui. Voilà, une première chose. On va en parler tout à l'heure. Ok, d'accord, mais je pense que ce sont des voies. Et nous, en nous réappropriant notre culture, en acceptant certaines choses, à partir du moment où ils vont reconnaître certaines fautes
qui ne sont même pas leur cause aujourd'hui, de leurs grands-parents, on pourra aller ensemble vers une histoire commune. Pour dire, oui, à côté, il y a eu ça, il y a eu ci, mais on peut trouver des éléments communs, des éléments fondateurs, sans nier nos responsabilités, pour construire justement cette histoire et cette mémoire commune. De part et d'autre, bien sûr. Alors, on va s'intéresser à l'actualité, hein, la vague de soulèvement qui a suscité, qui a fait suite plutôt à la mort de l'Afro-Américain George Floyd, a pris une tournure particulière qui se manifeste par la convocation du passé esclavagiste et colonial de l'Occident au banc des accusés. Alors, messieurs, au regard de ce procès médiatique, hein, comment peut se dédouaner l'Occident? Est-il coupable? La question n'est pas de se dédouaner. À partir du moment où vous voulez vous dédouaner ou vous voulez accuser, pour moi, on sera toujours dans l'affrontement. Mais ils sont au banc des accusés. Généralement, quand on fait un procès, c'est pour savoir la culpabilité. On peut discuter de la culpabilité. Sont-ils coupables? Mais bien sûr. Ils ont posé des actes. Clairement. Quitter, prendre un avion, venir en Afrique, prendre le sol, prendre des gens, ce sont des actes. Clair. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Histoire et droit, ils n'en veulent pas. Histoire, ce sont les faits. Le droit, ce sont les règles. Mais à quel moment, comme il a dit, nous allons continuer dans des pseudo-culpabilités sans renvoyer aux faits? Oui, mais quand vous dites qu'ils sont coupables, qui? On peut, les États qui ont colonisé, parce qu'on parle de continuité d'État, donc peut-être une forme de réparation pour les États qui ont été colonisés, mais qui? Est-ce que ce sont les Blancs, les Occidentaux qui sont actuellement de cette génération qui doivent se repentir de passer de leur aïeux? Il ne s'agit pas de... La réponse, j'aime une réponse plus complexe. C'est à ça que j'arrive. Il ne s'agit pas de réparation. On ne pourra jamais réparer la colonisation. Voilà. Les conséquences sont énormes. Il s'agit juste, dans certains moments, certains hommes politiques français l'ont fait. Pourquoi ils ont reconnu, ils ont accepté la mémoire juive? Pourquoi Chirac a fait les discours de Veldiv? Mais est-ce que c'est parce que c'est pas plus proche dans l'histoire pour eux? Parce que l'esclavage leur paraît, l'Afrique leur paraît éloignée et l'esclavage leur paraît. Parce que piller les ressources de l'Afrique en 1945, là, c'est si loin que ça. C'est de la même période. L'Algérie, la guerre d'Algérie, ouais, c'est plus récent. Donc il y a d'abord cette reconnaissance. Et moi, il y a des gens comme Macron qui sont décomplexés, qui l'ont reconnu. Macron, oui, il a dit ici que voilà. C'est un crime contre l'humanité. Exactement. Moi, à partir du moment où il y a cette reconnaissance, c'est déjà quelque chose de bien. Voilà, déjà ça. Voilà. Il ne s'agit pas de demander à mes amis français, j'en ai plein d'ailleurs, de venir payer parce que le grand-parent fait ceci. Non, au moins cette reconnaissance. Ensuite, accepter. Donc de l'État. Ensuite, oui, bien sûr, de l'État. Mais pas de tous les Français. Mais l'État engage les Français. Non, mais on a vu aux États-Unis. Je vais terminer. Les policiers mettent le genou à terre. Je vais terminer pour dire une deuxième chose qui est très importante dans cette histoire, c'est de reconnaître notre place dans la construction de leur État. Ça, c'est fondamental. Voyez-vous, on ne peut pas accepter qu'ils sont dans des villes qui ont bénéficié, par exemple, le deuxième débarquement de l'Aix-en-Provence qui a bénéficié de l'apport des tirailleurs, on ne puisse pas reconnaître beaucoup plus que ça la place des tirailleurs dans leur histoire. Il faut aussi qu'ils acceptent que nous soyons aussi choqués et que nous aussi nous condamnons certaines choses dans notre histoire. C'est la construction d'une mémoire, c'est jamais facile. Les enjeux mémoriels, que ce soit pour les sociologues comme pour les historiens, c'est quelque chose de compliqué à manipuler, même techniquement, même scientifiquement. Mais on doit être sur un minimum qui va nous permettre justement de construire une histoire commune. Une histoire commune peut être douloureuse, mais il y a la nécessité de construire ces enjeux mémoriaux communs et de laisser la place à chacun dans cette histoire commune. Donc vous nous dites qu'il faut des excuses et reconnaître la souffrance imposée, qu'ont subi les autres. Mais une reconnaissance étatique. Ce ne sont pas les individus. Ça serait compliqué à faire, mais il y a des symboles. Il y a des symboles. Moi, c'est difficile pour moi, hein, pour une raison très simple. Parce que quand ça arrange les Occidentaux, on dit l'État, c'est une continuité. Donc le CFA, ils en bénéficient. Les bases militaires, ils en bénéficient. L'uranium, le cacao, ils fixent les prix. Vous voyez, c'est une continuité, on a signé, donc ça continue. Et quand c'est une partie moins glorieuse, ils disent que non, ça, on ne peut pas demander à chacun, mais chacun est comptable de ses grands-parents, sauf si vous êtes un bâtard. Sinon, si vous êtes digne fils de votre fille, de votre père et de votre... Tout ce que votre père a fait de bien ou de mal vous engage. En Afrique, on appelle ça un héritage. Si c'est un héritage coupable,
vous devez expier votre faute en bas. Parce que les fautes descendent. Non, mais c'est ce que j'ai dit. On commence déjà par reconnaître. Écoutez, nous, on n'a jamais appelé les Blancs en Afrique. Tels qu'ils se sont levés pour venir nous piller. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous dire que quand nous on dit qu'ils fassent chuter les sculptures de Colbert et autres, on délire. C'est ce qu'il dit. Nous, on recherche notre mémoire. Peut-être que pour le moment, c'est agressif, mais c'est un passage. Mais ils ne nous aideront jamais. Ils ont tout, depuis l'époque coloniale, ils ont tout écrit. Voilà des gens, depuis l'Égypte, on écrivait tout. Ils veulent nous faire croire qu'il y a 400 ans, on n'écrit plus. Tout est écrit, tout est connu. Tout ce qui est détruit est de leur faute. Tout ce qui s'est passé est de leur faute. Nous aussi, comme il a dit, on a notre mea culpa à faire. Mais on ne va jamais faire les mea culpa les uns contre les autres. Comme on le dit, la sorcière mange l'enfant, elle oublie, mais la maman n'oublie pas. Donc nous avons notre travail de mémoire à faire qui nous est propre par rapport à nos perceptions de nos fautes. Mais la notion de faute, il y a eu faute. Maintenant, s'ils nous disent qu'il n'y a pas eu faute, mais vous voyez qu'on aura du mal à s'entendre. Alors, au-delà des revendications antiracistes affichées, pour parler des déboulonnages de statues auxquels on assiste, vous avez cité Colbert notamment, ces actes-là ont un point commun, c'est finalement évacuer des lieux publics une mémoire historique qui est contestée. Est-ce que ces actes sont une remise en question de l'histoire officielle en opposition à une autre histoire que la rue revendique d'écrire ou bien de mettre en exergue? Non, mais c'est bien, c'est excellent votre question parce qu'elle pose la question, comme j'ai déjà dit, des mémoires. Une mémoire commune, elle est difficile. Une mémoire officielle, elle est difficile parce qu'un personnage, il est multiple. Même quand on reviendra, comme le collègue le dit, quand on reviendra à écrire nous-mêmes nos mémoires, oui. Un personnage comme Samori Touré, on parle de Samori le résistant, mais dans le pays de Tagbana, par exemple, Samori c'est un visage hideux. Oui. Voilà. Néanmoins, il faut qu'on trouve, il faut qu'il y ait toutes ces mémoires-là aient leur place. Voilà. Si aujourd'hui on peut manifester Colbert, je suis tout à fait d'accord, français, je l'aurais béni, oui, mais il faut quand même accepter la face noire du personnage. Et de la même manière... Tous les hommes sont complexes à ce jeu-là. Peut-être que regardez Nelson Mandela, qui est érigé en, on va dire, meilleur exemple en Afrique d'un chef d'État. Peut-être que la génération de demain va trouver des choses négatives le concernant et le renier. Et lui dire qu'il a collaboré avec les Blancs. Justement, quand on ne permet pas, c'est là, quand on ne permet pas aux autres mémoires de s'exprimer, c'est là qu'on arrive au combat des mémoires. Exact. Vous comprenez? Il faut permettre, aux lendemains de la guerre, la France, elle a connu. Il y a eu d'abord une mémoire officielle qui était une mémoire résistentialiste, qui a dit oui, tout le monde a résisté. Ça fait quoi? Ça a tué les Juifs, ça a tué même les tirailleurs qui n'avaient pas leur place et qui n'ont pas suffisamment leur place dans cette mémoire. Ça mène quoi? Chirac à reconnaître la mémoire juive en 1995. Voilà. Quand on permet à toutes les mémoires de s'exprimer, en ce moment-là, on peut tendre vers une mémoire commune, une mémoire officielle. Mais quand on veut justement nier cet aspect de leur histoire, si demain on doit déifier, canoniser, comme je le souhaite, Samori Touré, il faut bien comprendre à mon frère, il faut accepter, il faut leur faire savoir que oui, il y a eu cette partie qui a été difficile pour les pays Tagbana, par exemple. Tout dirigeant est contesté et contestable. Pourquoi chaque fois qu'il y a des peuples dans les cosmogonies, on crée Dieu? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Hitler, ça devrait être une mémoire plurielle. Mais la mémoire officielle en fait c'est le diable exact. Fait homme. Napoléon, Staline. Mais on ne peut pas diriger les hommes sans avoir des faces lumière et des faces ombre. Et comme il a dit, c'est dans une co-construction des mémoires. C'est ce qu'on appelle chacun dit sa part de messieurs, excusez-moi, si on s'amuse à ça, on va finir dans une concurrence mémorielle. Chacun va venir expliquer à quel point il a souffert. C'est pour ça qu'il a utilisé le mot. Chacun va dire que moi, j'ai plus souffert que vous, donc je mérite une statue plus grande que vous. C'est pour ça qu'il a utilisé le mot exceptionnel, co-construction. Quand on laisse sa place à la co-construction, il n'y a pas de concurrence. Je vais vous donner un exemple précis. Je veux qu'il illustre bien cette difficulté. C'est Victor Schœchler. 2 statues à son effigie en Martinique ont été détruites avant même le cas de George Floyd. Et il est donc contesté. Mais, messieurs, souvenez-vous, la mémoire collective appuyée par les manuels d'histoire
que nous apprenons à l'école, les manuels scolaires, a retenu de Schœchler que c'est celui qui a aboli l'esclavage en 1848. Alors pourquoi les auteurs des actes qui ont déboulonné sa statue s'en sont pris à lui, alors que Aimé Césaire lui-même a qualifié ce monsieur d'humaniste, de militant des droits de l'homme et de socialiste. Justement parce qu'il y a une justement parce qu'il y a une mémoire officielle qui a étouffé les autres mémoires, justement. C'est ça le problème. Mais Aimé Césaire, ce n'est pas le dernier. Voilà, je veux dire, Aimé Césaire, c'est une conviction, c'est une icône, mais il peut aussi avoir des erreurs de jugement. Tout le monde n'a pas vécu ce que Aimé Césaire a vécu. Voilà. Le sentiment, il est important parce que le sentiment, il est personnel. Et quand on parle de mémoire, on parle de mentalité, on a un collectif. À partir du moment où un groupe ne se sent pas, n'a pas le temps de s'exprimer de façon mémorielle, il va vouloir prendre sa place. Et à partir du moment où on veut prendre sa place, on rentre dans ça. Il faut exister. Ça, justement. Et exister, on existe toujours dans la contestation. Exactement. Regardez Aimé Césaire lui-même. Et avec Sédar Senghor qui faisait la négritude. Pendant ce temps, nos collègues anglophones nous disaient le tigre ne prend pas sa tigritude, il saute sur sa proie. Donc, ils passaient tous pour être des vendus, ceux-là. Voyez-vous, mais c'est ça aussi la mémoire plurielle. Chacun doit dire sa part de vérité. Schœchler, Victor Schœchler doit conserver cette mémoire plurielle. Exactement. Donc, doit la garantir. En termes de symbolique. En termes de symbolique. Parce que quand il dit, par exemple, nous on apprend, en 1948, la loi Victor Schœchler abolit l'esclavage. On est content. Mais nous n'étions pas dans les Antilles. Alors que pendant ce temps, moi, il n'y a même pas 2 ans, quelqu'un m'a édifié du fait que la manière dont les esclaves s'étaient révoltés, le fait de nous donner cela a même affaibli la lutte. Donc c'est pour ça, ça revient à ce que vous dites, vous considérez que les pays finalement colonisateurs n'ont pas suffisamment accordé la place qu'il faut à leur vécu colonial pour l'information de leurs citoyens. Et même chez nous, ça va tellement loin que même dans la mémoire qui est construite dans nos pays, la place même des résistants n'est pas assez importante. Merci beaucoup. Voilà. Et ça, c'est vraiment... voilà, c'est un gros problème dans la construction mémorielle. Moi, j'irai plus loin. Moi, j'ai remarqué que les Blancs, quand ça les concerne, ils font des introspections jusqu'à avant Jésus-Christ. Mais quand ça nous concerne, quelque chose qui s'est passé hier, c'est votre grand-père, quand il dit le tirailleur. Moi, j'ai un grand-père qui a fait. Il n'y a aucun Africain aujourd'hui qui n'a pas son grand-père qui n'ait été ancien combattant ou combattu. En fait, ça dépendra. Mais je veux dire, mais quand il a fallu reconnaître la nationalité française à nos parents en tirailleurs, jusqu'à présent, à plus forte raison, les indemnisations. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui quand il dit qu'ils n'ont rien à nous payer. Voilà, parce qu'ils ne pourront jamais payer, parce qu'ils ne reconnaissent d'abord pas le mal qu'ils ont fait. Alors messieurs, on arrive à la fin de l'émission, au terme de l'émission, quelques questions. Il y a un débat qui a eu, du moins en France, au niveau d'une expression qui était peut-être malvenue, mais je veux vous poser la question. On nous disait que la colonisation a eu des aspects positifs. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce vrai ou est-ce un abus de langage? Est-ce que la colonisation a donné des aspects positifs? Aucun aspect positif. Pour la simple raison que, on n'a pas besoin de... Ce qu'ils vont sortir comme bilan positif n'a pas besoin de passer par l'aliénation d'un peuple. Voilà, merci beaucoup. Nous le disons, nous, en tant que sociologues, nous disons que tout ce qui est domination, superposition, humiliation, entre peuples ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce que quand 2 peuples coexistent, nous on appelle ça le diffusionnisme. Vous regardez, vous mettez des Baoulés et des Tagbana, ils se regardent. Quoique les Baoulés ont soumis les Tagbana. Non, c'est quand vous vieillissez que vous devenez intelligent, que vous devenez Tagbana. Bref, ils ont dit qu'ils ont jeté un enfant dans l'eau, donc on leur a laissé la place. Bien, et puis aujourd'hui, ils nous parlent mal, c'est pas grave. Donc, pour dire que, comme il a dit, ça ne peut pas avoir quelque chose de bien. Accepter qu'un peuple quitte chez lui pour venir asservir l'autre ne peut rien avoir de bien. C'est l'aliénation, c'est la déculturation, c'est la culturation. On pouvait faire la même chose puisque ces peuples-là se sont toujours connus. C'est quand ils ont eu un intérêt, le mercantilisme, s'enrichir, qu'ils ont passé un autre cap. Sinon, l'histoire des peuples en général, on peut toujours s'apporter mutuellement sans que l'un ne vienne asservir l'autre. Donc c'est un abus de langage. Bien total, sûr. C'est une rhétorique intellectuelle pour se donner bonne conscience. Mais bon, est-ce que finalement aussi on ne doit pas laisser l'histoire aux historiens? Est-ce qu'on doit la
formaté en fonction des revendications des groupes identitaires, quels qu'ils soient, hein, des deux côtés. Tous les historiens vont condamner tout ce qu'on appelle les lois mémorielles, c'est-à-dire des lois qui vont vouloir encadrer l'histoire. Non, il faut laisser les historiens faire de l'histoire avec les sources qu'ils ont. Voilà. Ils feront des histoires. Voilà. Et il n'y a pas une histoire pour un événement, il y a des histoires pour le seul événement complet. Mais on parle d'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité. Vous savez, quand l'historien tire ses sources d'où, c'est à vous, c'est à moi qui posera des questions. Donc il ne peut pas créer l'histoire. Exactement. Il est témoin, il rend compte d'une histoire. Donc nous tous, nous pouvons faire l'histoire justement. Dernier mot, messieurs, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Dans cette période de tension et de crispation, comment envisagez-vous l'avenir sur la question? Une réécriture de l'histoire peut-elle apaiser le débat actuel? Quand une réécriture, pour un historien, je suis un peu gêné, c'est comme si c'était très mal écrit. Non, une écriture tout court de l'histoire, une bonne écriture de l'histoire, faut permettre à l'histoire d'être complète, d'être globale, de permettre, je préfère, le gros problème ici, c'est plus même les mémoires que l'histoire en réalité, permettre à toutes ces mémoires. Il y a le récit national à travers voilà, ça. Que ce récit-là laisse sa place justement à toutes ces histoires. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra conclure quelque chose de bien. Je ne peux que répondre la même chose parce que nous, sociologues, nous travaillons sur le réel. Ce qui s'est réellement passé, on ne peut pas dire que ça ne s'est pas passé. Moi, par exemple, mon père fait partie des classes 54 dans l'armée française. Alors, si demain on me dit que moi je ne suis pas français, vous racontez n'importe quoi. Parce que le fils d'un français ne peut être que français. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vous diront qu'il y a le droit du sang, le droit du sol. Mais mon père, s'il avait... Est-ce que mon père avait le sang français? Est-ce que je peux ne pas être français? Non. Merci, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment pour tous vos éléments de réponse, pour ce débat passionnant et passionné. C'était un plaisir d'avoir fait cette émission au sein du Musée des civilisations d'Abidjan, qui a donc réouvert ses portes depuis le 1er août. Un grand merci à la directrice et à toutes ses équipes. Bonne suite des programmes sur RTI 1.